Après la correction du dossier numéro 1, nous allons donc poursuivre avec le dossier cas clinique numéro 2, le cas de Madame G, 48 ans, qui consulte pour une baisse progressive et bilatérale de la vision de près. Cette baisse de l'acuité visuelle progressive a commencé il y a 3 ans. Vous l'examinez et vous retrouvez une acuité visuelle non corrigée de loin, 10 dixièmes, donc 10 dixièmes dans l'échelle de Monnoyer pour la vision de loin, et de près, qui est l'échelle de Pareto, P comme près comme Pareto, un moyen mnémotechnique pour vous en souvenir, de P4 aux deux yeux. Je vous rappelle, sans correction. Pour la suite de l'examen, à la lampe à fente, vous retrouvez un examen normal aux deux yeux, et le tonus oculaire mesuré est à 26 mm de mercure des deux côtés. Donc question numéro 1. Quels sont les diagnostics compatibles avec ce tableau clinique? Question numéro 2. Comment corriger le trouble réfractif de Madame G? Question numéro 3. Complétez le bilan pour confirmer votre diagnostic. Question numéro 4. Analysez ces champs visuels. Pour vous aider, pour préciser, ce champ visuel, c'est l'œil droit et celui-là, c'est celui de l'œil gauche. Question numéro 5. Quel schéma thérapeutique médical proposez-vous à cette patiente? Question numéro 6. Quelle en sera la surveillance? Et enfin, question numéro 7. Malgré un traitement médical maximum, la tension reste élevée et le champ visuel s'altère. Quelles alternatives thérapeutiques pouvez-vous donc lui proposer? Voilà. Vous allez donc rédiger le cas clinique numéro 2 que je viens d'énoncer et nous allons reprendre la correction dans quelques instants. À tout de suite. Nous reprenons donc la correction du cas clinique numéro 2. Pour la première question, quels sont les diagnostics compatibles avec ce tableau clinique? Vous avez remarqué que cette dame consulte pour une baisse d'acuité visuelle de près. Et en effet, on retrouvait à l'examen clinique une acuité visuelle de près à Pareto 4, alors que la normale est à Pareto 2. Cela a été sans correction, car cette dame est atteinte de presbytie. Je vous rappelle que la presbytie est une perte de la faculté d'accommodation avec l'âge, qui est physiologique. L'accommodation est une faculté qui permet de voir de près en augmentant le pouvoir réfractif de son œil. En effet, quand on arrive à voir de loin à l'infini, en rapprochant l'image de près, eh bien l'image qui se reflète sur la rétine va donc se refléter derrière la rétine. Pour pouvoir ramener l'image sur la rétine, il va falloir augmenter la puissance réfractive de son œil pour pouvoir ramener l'image qui s'est reflétée derrière la rétine sur la rétine. Avec le temps, malheureusement, et ce à partir de 44 ans, nous perdons cette faculté d'accommodation, ce qui fait que l'image reste derrière la rétine. Pour pouvoir ramener l'image sur la rétine, il faut ajouter des verres correcteurs positifs, des verres convexes qui vont permettre de ramener l'image sur la rétine. C'est ce qu'on va faire pour Madame G. Donc, elle est atteinte de presbytie. En effet, avec son âge, qui est compatible avec la presbytie, je vous rappelle, au-delà de 44 ans, la presbytie ne fait qu'augmenter, et une baisse d'acuité visuelle de près, isolée, bilatérale et progressive, sans correction, mais bien corrigée. Deuxièmement, la patiente on a retrouvé chez cette patiente de manière fortuite à l'examen une tension oculaire élevée qui était de 26 mm de mercure. Je vous rappelle que la normale est de 9 à 21. La patiente a probablement un glaucome chronique, car nous avons retrouvé, en plus de cette tension élevée, une altération des champs visuels que nous allons décrire tout à l'heure. Elle avait donc en effet une hypertonie oculaire à 26. Et la deuxième question, pour corriger le trouble réfractif de Madame G, nous l'avons dit précédemment, nous allons donc lui prescrire des verres correcteurs sphériques, convexes, c'est-à-dire qu'ils sont positifs, alors que pour les myopes, ce sont des verres négatifs qui sont concaves, dont la puissance sera adaptée à l'âge du patient. Avec l'âge, on augmentera progressivement la puissance des verres correcteurs. À 44 ans, par exemple, c'est plus 1 dioptrie, et à 70 ans, c'est plus 3 dioptries.
pour vous donner un ordre d'idée. Question numéro 3. Pour compléter le bilan de ce diagnostic de glaucome chronique, que va-t-on faire? Alors, ça commence par l'interrogatoire, comme dans toute pathologie médicale. On recherche à l'interrogatoire des antécédents familiaux de glaucome. C'est très très important. C'est un des éléments d'interrogatoire majeurs en faveur du glaucome. On va rechercher des facteurs de risque cardiovasculaires, comme le diabète, mais également l'hypotension artérielle. L'hypotension artérielle qui est un facteur favorisant donc d'hypoperfusion du nerf optique. Et je vous rappelle que dans le glaucome chronique, il y a une composante vasculaire d'ischémie chronique du nerf optique. Également la prise de médicaments comme les corticoïdes qui favorisent l'augmentation de la tension oculaire, que ce soit des corticoïdes par voie locale en collyre ou bien des corticoïdes par voie générale. Et enfin, l'âge supérieur à 40 ans, qui est également un facteur de risque de glaucome chronique. À l'examen clinique, nous allons réaliser une gonioscopie. Le gonioscope fait en fait partie du verre à 3 miroirs de Goldmann, ce verre contact que l'on pose sur l'œil pour examiner la périphérie de la rétine dans les décollements de rétine, mais également qui permet de réaliser la gonioscopie pour examiner l'angle iridocornéen, pour voir le degré d'ouverture de cet angle iridocornéen. Donc ça nous permet de voir l'ouverture de l'angle, mais également voir s'il y a des pigmentations ou des néovaisseaux dans cet angle. Le fond d'œil permet de mesurer l'excavation papillaire. L'excavation papillaire est en fait un reflet de l'atteinte du nerf optique. Il fait partie également de la triade de la définition du glaucome chronique. Je vous rappelle que la triade du glaucome chronique, c'est 1. L'hypertonie oculaire, deuxièmement l'excavation papillaire avec ce qu'on appelle un C sur D, cup sur disque, qui est dans le fait la taille du nerf optique par rapport à l'excavation papillaire, qui est supérieure à 0,3 voire 0,5 selon les sources. Et enfin, la troisième composante de cette triade est l'altération des champs visuels, notamment dans les champs visuels de Humphrey. Le troisième élément pour l'examen clinique est la pachymétrie. La pachymétrie est la mesure de l'épaisseur cornéenne qui doit être réalisée afin de bien pouvoir interpréter la tension oculaire. En effet, une cornée fine aura tendance à sous-estimer la tension oculaire et une cornée épaisse aura tendance à surestimer la tension oculaire. Alors, qu'est-ce que l'excavation papillaire? Je vous en ai parlé tout à l'heure pour vous dire qu'elle était dans la triade. Je vais vous l'expliquer par cette image. En fait, l'excavation papillaire, c'est la mesure de ce que je vous ai dit, cup par rapport à disque. Alors, qu'est-ce que cette mesure? Vous voyez donc en fait ici la papille, qui est la tête du nerf optique. La mesure du cup, c'est en fait, vous pouvez vous imaginer comme une tasse de thé sur une coupelle vue de haut. C'est la même chose. Cup, c'est la taille de l'excavation, c'est-à-dire tout ce qui est excavé par rapport à la taille totale, au diamètre du nerf optique total. Et en fait, pour mesurer cette épaisseur-là, cette bande ici, qui est en fait l'anneau neurorétinien. L'anneau neurorétinien, je vais donc vous le dessiner sur cette image, qui est ici, et qui a tendance à s'amincir plus le glaucome est important. Plus l'atteinte sera importante, plus le C sur D, plus l'excavation sera importante. Au tout départ, dans un nerf optique normal, la taille de l'anneau neurorétinien est importante, et en fait, plus la tension sera élevée, plus le glaucome va évoluer, plus cette taille d'anneau neurorétinien, qui est en fait la réunion des fibres optiques, va s'amincir, et donc cette bande d'anneaux va rétrécir, et la taille du cup par rapport au disque, ce qu'on appelle le disque, c'est-à-dire le diamètre du nerf optique, va augmenter et atteindra au-delà de 0,5. Il ira au-delà de 0,5, et entre 0,5 et 1, ça veut dire que le cup sera très large, l'excavation sera énorme, et donc le glaucome sera évolué. Donc c'est une des manières de pouvoir faire le diagnostic de glaucome chronique. Alors les examens complémentaires à réaliser également dans le glaucome chronique, c'est le champ visuel automatisé de Humphrey.
Pour rappel, le champ visuel de Goldman, c'est tout ce qu'on fait dans la neuro-ophtalmologie, c'est-à-dire les neuropathies optiques, comme dans la NORB par exemple, ou les atteintes neurologiques comme les adénomes hypophysaires sur les atteintes des voies visuelles. Mais pour le glaucome, on utilise le champ visuel de Humphrey. Donc voici des images de Humphrey. Je vous ai dit qu'ici, c'était l'œil droit et là, c'est l'œil gauche. On peut voir à droite deux atteintes typiques du glaucome. Donc c'est très important, il faut que vous reteniez bien ça. Ça cotera beaucoup de points. C'est la première chose, le ressaut nasal. En effet, donc ici c'est le côté nasal et ici c'est le côté temporal. On peut voir qu'il y a une atteinte ici, scotomateuse. Donc vous pouvez voir en noir un déficit du champ visuel et qu'on appelle le ressaut nasal. C'est le premier signe de l'atteinte du glaucome au champ visuel. Le deuxième signe, c'est le scotome arciforme de Bierrum, qu'on peut voir ici également. Et vous pouvez voir en effet que ça a la forme d'un arc de cercle. C'est pour ça qu'on dit scotome arciforme. C'est Bierrum qui a trouvé, on appelle ça l'aire de Bierrum. Et en fait, ça signifie qu'en fait, on a une atteinte des fibres optiques. Et vous savez que le trajet des fibres optiques sur la rétine a cet aspect d'arc de cercle, c'est la disposition des fibres optiques. Donc quand on a une atteinte de ces fibres optiques, à cause de l'excavation papillaire, eh bien nous avons un ressaut, un scotome en forme d'arc de cercle qui suit le trajet des fibres optiques, ce qu'on appelle le scotome arciforme. À gauche, on voit un champ visuel typiquement normal, pas d'altération du champ visuel, sauf ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette tache ? Bien sûr, c'est la tache aveugle, physiologique, qui correspond à la papille. Question numéro 5. Quel schéma thérapeutique médical proposez-vous à cette patiente ? Tous les termes sont importants dans cette réponse. Absolument tous les termes. Donc c'est un traitement hypotonisant pour faire baisser la tension oculaire. Au jour d'aujourd'hui, c'est la seule voie de traitement du glaucome, c'est juste le traitement de la tension oculaire. Donc c'est un traitement hypotonisant, à vie, je précise, c'est très important, ça rapporte aussi beaucoup de points, dans les deux yeux par voie locale en collyre. En première intention, tous les mots sont importants, hypotonisant, à vie, en collyre, en première intention. Alors en première intention, c'est une monothérapie, on va tenter une seule classe médicamenteuse au départ. Deux classes médicamenteuses, on l'AMM pour la première intention, ce sont les collyres bêta-bloquants et les analogues de prostaglandine, en fonction des contre-indications, surtout en fonction des contre-indications des bêta-bloquants, bien sûr. En cas d'inefficacité, on pourra associer plusieurs collyres hypotonisants jusqu'à une trithérapie, voire une quadrithérapie. Alors je vous rappelle les 4 classes thérapeutiques utilisées pour faire baisser la tension. Ce sont les bêta-bloquants, les analogues de prostaglandine, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique et les agonistes alpha-2 adrénergiques. Quelle est votre surveillance ? Là, le terme que j'attendais, qu'il faut absolument préciser, vous l'avez bien compris, aussi bien dans le traitement que la surveillance, c'est le terme à vie. À partir du moment où on commence un traitement pour le glaucome, on le continue à vie, on ne l'arrête pas. Alors, la surveillance de la maladie en elle-même, c'est un contrôle au tout départ de la tension oculaire, vérifier qu'on a bien pu normaliser la tension oculaire grâce à ces collyres au bout d'1 mois, et tous les 6 mois, faire une surveillance clinique avec la tension oculaire et l'excavation papillaire. Vous avez compris, ça fait partie de la triade de la définition, donc il faut absolument les contrôler dans la surveillance. Et tous les ans, une surveillance clinique et également une surveillance du champ visuel. Et comme ça, la triade est complète. Comme ça, on aura pu faire également le champ visuel, la tension oculaire et l'excavation papillaire. Il y a également une surveillance du traitement à réaliser, et ça, c'est la tolérance. En effet, dans les collyres hypotonisants, on a des conservateurs qui sont toxiques pour la conjonctive, qui peuvent entraîner des rougeurs, des larmoiements, des picotements, des conjonctivites allergiques, et qu'il faut surveiller, et si besoin, le remplacer par d'autres classes médicamenteuses sans conservateur.
Malgré un traitement médical, dans la 7e question, un traitement médical maximum, c'est-à-dire une ou une quadrithérapie, la tension oculaire reste élevée et le champ visuel s'altère. Quelles sont les alternatives thérapeutiques qu'on peut proposer à la patiente? Dans un premier temps, on peut proposer le traitement chirurgical. Donc c'est une chirurgie filtrante qui a pour but en fait de recréer une sortie de l'humeur aqueuse à travers la sclère pour pouvoir diminuer la tension oculaire. Et il y a 2 types de chirurgie possibles. Il y a ce qu'on appelle la trabéculectomie avec iridectomie. Donc c'est une chirurgie qui est plus traumatisante, qui est classique, où on va recréer une sortie perforante tout à travers la sclère, et donc l'humeur aqueuse pourra sortir. Et l'autre, qui est plus conservatrice, qui n'est pas perforante, on réalise un petit trou en fait à travers le trabéculum, où l'humeur aqueuse peut sortir, mais de manière plus progressive. C'est ce qu'on appelle la sclérectomie profonde, qui est plus récente et qui demande plus d'apprentissage, mais avec moins de complications chirurgicales que dans la trabéculectomie. L'autre voie possible, l'autre alternative à la chirurgie, c'est le traitement laser, ce qu'on appelle la trabéculoplastie au laser argon. Ce sont des impacts de laser que l'on va faire sur le trabéculum, qui vont distendre le trabéculum et permettre ainsi une meilleure évacuation de l'humeur aqueuse. Mais les études ont tendance à montrer qu'il y a des récidives et qu'il faut après, ça n'empêche pas d'avoir recours plus tard malheureusement à la chirurgie. Et enfin, bien sûr, une surveillance, quand on a fait la chirurgie, de la bulle de filtration. Alors qu'est-ce que la bulle de filtration? Je vous ai dit que en faisant le traitement chirurgical, on recrée un passage de l'humeur aqueuse à travers la sclère, et en fait on va recouvrir la trabéculectomie par la conjonctive, et en fait l'humeur aqueuse va s'évacuer sous la conjonctive et va créer une petite bosse qu'on appelle la bulle de filtration, et en effet ce sera la conjonctive qui sera distendue par l'humeur aqueuse en dessous qui se sera évacuée. Je vous montre une image tout de suite de bulle de filtration. Vous voyez ici, c'est le site de trabéculectomie. On peut voir ici la cornée, la conjonctive et ici le trabéculum où on a recréé un passage d'humeur aqueuse qui soulève ainsi la conjonctive pour bien vérifier que la chirurgie fonctionne bien et qu'il y a bien de l'humeur aqueuse qui continue à passer sous la conjonctive. Voilà. Alors, le glaucome chronique, ça peut tomber, c'est déjà tombé, c'est tombé donc à l'ENC en 2007. C'est une maladie particulièrement importante en termes de santé publique. En effet, c'est une maladie qui est potentiellement cécitante. On arrive en effet progressivement, sans nous en rendre compte, de manière asymptomatique et insidieuse, à une diminution progressive du champ visuel, sans même nous en rendre compte, avec une tension oculaire élevée qui est asymptomatique, qu'on découvre fortuitement à l'examen clinique. Donc, je vous l'ai dit, la tension oculaire, c'est le principal facteur de risque du glaucome chronique. Le dépistage est systématique en consultation, car je vous ai dit qu'une hypertonie oculaire est asymptomatique, et donc asymptomatique initialement. Et on va s'aider de la triade diagnostique du glaucome chronique. Donc la triade diagnostique, je rappelle, hypertonie oculaire, excavation papillaire et altération du champ visuel au champ visuel de Humphrey. Le traitement médical en première intention est une monothérapie en collyre à vie, puis un traitement maximal si ça ne marche pas, jusqu'à une quadrithérapie, et une chirurgie ou laser ensuite en alternative si le traitement médical n'a pas bien fonctionné. Donc il est très important, je rappelle, de dépister les hypertonies oculaires à tous les patients qui viennent en consultation pour pouvoir diagnostiquer très tôt et traiter un glaucome chronique avant d'aboutir à une cécité en cas de négligence. Voilà pour la question, le cas clinique numéro 2, et nous allons donc passer maintenant au cas clinique numéro 3.